Salut et bienvenue sur la chaîne Le Guide Solaire. On a été pendant 3 jours à l'Intersolar 2024, visiter, voir un petit peu les produits. Et là, on va un petit peu en discuter devant vous. Qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qu'on a peut-être un petit peu moins aimé? Et puis en général, comment ça se passe là-bas à l'Intersolar? Qu'est-ce que tu as pensé de l'Intersolar? C'était quoi tes highlights? Pour moi, c'était assez incroyable de nouveau d'être là-bas parce que c'est vraiment énorme et on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui tirent à la même corde pour faire avancer cette transition énergétique. Les choses qui m'ont le plus plu, c'est toujours l'évolution des puissances des panneaux photovoltaïques avec des rendements qui sont maintenant à certains endroits supérieurs à 24%. Et puis aussi l'évolution des onduleurs, notamment des onduleurs hybrides qu'on peut voir chez un de nos fournisseurs préférés de la gamme Fronius. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet Intersolar? Pour moi, c'était intéressant, peut-être pas autant d'innovation que les dernières années, mais les puissances, elles continuent d'augmenter. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on a eu un gros saut dans la puissance des installations photovoltaïques aussi avec l'augmentation de la taille. Ça, on n'a plus. Par contre, on voit des fournisseurs comme Fronius qui augmentent toute leur gamme d'onduleurs pour être adaptés à ces panneaux qui sont quand même plus puissants. On a des panneaux à 490 watts pour moins de 2 mètres carrés, ça devient incroyable. C'était beau aussi de voir que la bidirectionnalité est un sujet qui est ressorti cette année sur beaucoup de stands, qu'il y a des solutions qui sont cherchées. Donc on a vraiment une évolution un petit peu partout. C'était vraiment intéressant. C'est quoi pour toi le meilleur panneau de l'Intersolar? C'est une question qui est relativement compliquée parce qu'on a vu il y a différents tests de qualité qui sont aussi faits sur les panneaux. C'est clair que moi, mes favoris de l'Intersolar, c'était le nouveau projet pilote de Meyer Burger avec un panneau de 465 watts. Ça t'a bien plu, hein, la pub de Meyer Burger avec l'angle droit? Ils avaient une pub comme quoi les panneaux étaient à angle droit et puis que c'était mieux d'avoir un panneau de bonne qualité qu'un deal un petit peu bon marché. Alors c'est clair que pour moi, être dans le montage, avoir un panneau Meyer Burger, euh, c'est quand même autre chose. On se rend compte que le cadre est plus stable, les lignes sont mieux tenues, surtout quand on fait des grands champs de panneaux. Donc c'est clair que leur petite pub m'a beaucoup fait, on va dire, sourire hein, par rapport à d'autres. On l'a vu, ils ont des tests de qualité qui sont faits avec Kiva qui prouve aussi la durabilité de Meyer Burger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Après, toi, c'est quoi ton panneau préféré de l'Intersolar? Bon, moi, j'étais très impressionné par ce panneau 495 watts de Aiko pour moins de 2 mètres carrés. On arrive à plus de 24% de rendement. On arrive à cette frontière du 500 watts. Hein. C'était longtemps, est-ce qu'on arrive à faire un panneau de 500 watts pour une certaine taille? On y est bientôt. Et puis, c'est clair qu'au niveau des panneaux, quand on voit qu'un organisme indépendant comme Kiwa teste ses panneaux et que les panneaux qu'on propose sont tous dans les meilleurs performeurs, pour nous, ou pour moi, ça m'a vraiment donné une confiance en mes choix. On a Meyer Burger et Trina, ils ont 7 sur 7, Aiko a 6 sur 7. Donc on sait, niveau des produits, niveau de la résistance, de l'efficacité, niveau aussi un petit peu plus, on va dire, des droits de l'homme, que là, on est sur des bons produits. On va rester avec ces produits-là. Même que le panneau de Meg, par exemple, m'a beaucoup intéressé. Il avait aussi un bon scoring et c'est un panneau qui a 2 fois 2 mm en bivers de verre et ça le rend un petit peu plus résistant, ce qui est quand même intéressant quand on voit que le climat est un petit peu en train de changer. Tout d'un coup, on se tape des gros grêlons et puis c'est vrai que d'avoir des panneaux qui sont plus solides, c'est plus intéressant. On a vu certains fournisseurs qui avaient des cadres de panneaux plus importants, d'autres qui avaient des verres plus importants. Et puis chez Dmeg, c'est un petit peu les deux. Donc ça, c'était relativement intéressant. C'est sûr que quand on a trois, quatre halles énormes qui sont remplies de panneaux solaires avec des différents fournisseurs, c'est dur de choisir qui c'est le meilleur. C'était aussi sympa de voir les innovations par rapport aux panneaux colorés ou aux panneaux qu'on a en intégré dans la toiture.
Il y a vraiment des travaux qui se font dans tous les domaines et puis ça, c'est très intéressant. Maintenant, en termes d'onduleurs, c'est quoi qui t'a le plus plu dans cet Intersolar? Moi, je vais juste d'abord rebondir sur cette histoire de panneaux colorés ou de panneaux intégrés parce que j'ai beaucoup aimé SunStyle. J'avais fait quelques installations avec eux il y a quelques années et puis maintenant, avec la propre entreprise, ça devient un petit peu plus sur le devant de la scène. Ils font des très belles choses et puis eux, on parlait de résistance de panneaux, 2 fois 3,2 mm de verre. Là, on voit mon père qui saute sur un panneau. C'est quand même quelque chose de bien. Moi, ça me plaît. Esthétiquement, au niveau de la résistance, avec le marché actuel, il y a aussi une baisse de prix. Donc c'est vrai que c'est des produits innovants comme ça qui me font plaisir. C'est pas simplement une tuile solaire qui doit être juste un petit peu jolie, mais on a le paquet complet. On peut marcher sur les produits. C'est étanche jusqu'à 5 degrés. C'est des bons systèmes. C'est intéressant, c'est esthétique. Pour rebondir sur la question au niveau des onduleurs, nous on a été visiter nos fournisseurs, hein, E3DC, SMA, Fronius, entre autres, pour nommer les plus grands, Studer aussi. Et puis c'est vrai que notamment chez SMA, il y a beaucoup qui s'est fait. Une puissance de gain 24 plus importante, un nouvel onduleur, le Fronius Verto pour 25, 27, 30 et puis 33 kW. C'est vraiment sympa. Et puis l'Artengo, qu'est-ce que tu as pensé toi de ces onduleurs? Fronius, c'est assez incroyable parce qu'on voit qu'ils s'adaptent au marché. Les puissances des panneaux, ils ont augmenté. Donc, quand on est à 20, 30 panneaux, on est quand même dans une classe de puissance plus élevée. Le Gain 24, il a un modèle supérieur, il passe de 10 à 12 kWh. Mais je crois que toi, tu as bien aimé L'Artengo, ouais, Artengo. onduleur de 125 kW, produit en Allemagne. C'est clair que pour moi, c'est intéressant. On a entre 8 et 10 MPP. Ça vient compléter la gamme parce qu'ils avaient le Fronius Tauro avec 1 ou 3 MPP pour le 50 kW et puis pour le 100 kW, c'était 1 MPP. C'était pour les installations de grande surface. Et pour nous, dans l'industriel, c'est beaucoup moins intéressant. Donc maintenant, avec cet onduleur-là, c'est plus intéressant. On est content. On a un 125 kW de chez Fronius. Encore une fois, on voit que chez Fronius, il y a des caractéristiques. Et puis, c'est des onduleurs qui ressemblent à aucun autre onduleur. Ils sont pensés différemment, ils sont faits différemment. Quand on se balade dans ces halles et puis qu'on voit les onduleurs asiatiques, ils se ressemblent tous. Donc là, chez Fronius, on a vraiment une différence autant dans la qualité, la ventilation, le produit, la taille des produits qui sont un peu plus grands, qui pour moi est très importante parce que ces onduleurs qui surchauffent, les onduleurs asiatiques, c'est tellement petit, ça surchauffe et puis après ça perd en puissance quand l'installation produit un maximum. Il faut bien penser ça et moi je pense qu'eux ils l'ont fait. Bah ça, c'était aussi une des présentations qu'ils avaient sur leur stand. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des seuls, si ce n'est pas le seul qui l'a fait, où ils montraient justement les phases de production de leur Gain 24. On pouvait appuyer sur les petits boutons, ça nous affichait les pays où c'était produit. Tout l'onduleur est produit en Europe, aussi les plus petits composants. Et puis ça permet d'avoir de la qualité et puis aussi en cas de problème, de pouvoir aller rechercher un composant quelque part et puis d'avoir de la durabilité sur le produit. Et puis ça, je pense que c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on aime bien Fronius, c'est réparable, c'est fait pour durer longtemps et puis le jour où ça pète, on peut le réparer. Donc ça, c'est quand même avantageux. Après, j'ai bien aimé aussi chez SMA, hein, je dois dire, ils ont une nouvelle borne de recharge. Son avantage par rapport à l'ancienne, c'est franchement qu'elle est moins chère, hein. Le reste, les fonctionnalités, elles restent similaires. Elle a une double sécurité aussi. Quand on la met dedans, c'est comme si on devait la mettre dedans 2 fois. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un bon appareil et ça nous permet d'intégrer ces bornes de recharge de plus en plus parce que c'est de plus en plus demandé chez les gens. Donc de ce côté-là, chez SMA, j'étais quand même aussi relativement satisfait. Après, je rebondis un petit peu aux demandes des gens. On a E3DC qui est arrivé avec leur système Edison qui est bidirectionnel. Là, on fait un pas dans la bonne direction. Alors, c'est pas avec tous les véhicules, hein, malheureusement.
On en rêve encore un petit peu, mais Audi et VV ont déjà une collaboration avec E3DC sur des projets pilotes. Donc là, on avance vraiment dans la bonne direction. Bah, E3DC, ils innovent pour changer, j'ai envie de dire, hein. Ouais, voilà, pour changer, ils nous ont promis l'année passée que ça fonctionnerait. Maintenant, ça fonctionne cette année. Le produit s'appelle Edison. C'est pas compatible encore avec tous leurs produits. Je pense qu'il faut faire un pas après l'autre. Pour ceux qui connaissent les S10e, ils avaient deux sorties d'essai. Sur le compact, on n'en utilisait qu'une seule. Maintenant, ils vont utiliser la deuxième sortie pour alimenter la voiture en courant d'essai ou bien le tirer de l'énergie et donc alimenter la batterie ou l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est quand même très intéressant. En plus, à côté, ils avaient un autre système où on aurait tout en un, comme un énorme onduleur où on vient connecter les panneaux, une batterie et puis la borne de recharge. On va vous mettre une photo. Et puis c'est clair que ça, c'est plutôt pour l'année prochaine ou bien on va dire celle d'après ou encore d'après. Mais c'est de nouveau un 3DC qui est tout devant, qui est pionnier. C'est des appareils qui sont fiables. Le jour où vous avez un problème, au moins aussi, ils sont réparables. C'est fait, je crois, à Karlsruhe. C'est vrai que 3DC, pour changer, ils nous ont impressionnés. Ouais, c'était vraiment intéressant. Après, on a aussi eu beaucoup de plaisir à retourner sur le stand de Studer Innotech avec leur onduleur qui peut être complètement retiré du réseau. C'est clair qu'ils ont aussi proposé cet onduleur à un prix qui est maintenant plus bas, donc ils le remettent sur le marché. C'est le seul onduleur que nous on a dans notre gamme qui est produit en Suisse, en Valais. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Après, en termes de fonctionnement, ça reste Alors très évolué, quoi. c'est clair que l'onduleur est plus grand. On a un onduleur de 15 kW de puissance, mais on a vraiment les composants qui vous permettent une autarcie, hein, de vivre tout seul en haut dans la montagne si vous voulez. Vous avez une entrée pour une génératrice en plus du solaire si vous le souhaitez. Donc on a vraiment un système qui permettrait un confort complet avec une installation photovoltaïque qui est fait pour, hein, pas comme tous ces systèmes qui ont une alimentation de secours au cas où. Là, chez Studer, on a vraiment un produit qui est fait pour travailler en autarcie tout seul et qu'on peut aussi intégrer au réseau. Maintenant qu'ils ont baissé un petit peu leur prix, qu'ils ont amélioré leur app, je pense qu'ils sont un petit peu plus dans le tir du marché. C'est clair que maintenant, on pourrait combiner un deuxième onduleur avec un Studer pour avoir un système 30 kW et puis 30 kWh ou 40 kWh de batterie. C'est quand même intéressant. C'est un des seuls onduleurs, à ma connaissance, qui a aussi, ils ont 14,4 kW de charge-décharge sur la batterie. Donc là, on peut quand même faire beaucoup de choses. Pompe à chaleur, tout ça, c'est pas de problème, même en backup. On change un petit peu de secteur, on va aller des panneaux aux onduleurs. Maintenant, on va à la sous-construction, ce qui va nous lier le panneau au toit. Ça, c'est toujours un secteur intéressant parce que c'est un secteur qui est plus pratique, j'ai envie de dire, pour nous. C'est notre travail de tous les jours de monter les panneaux sur le toit. Qu'est-ce que tu as pensé de la sous-construction, toi? Bon alors, comme aussi à beaucoup d'endroits, on remarque il y a beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup d'argent qui se fait aussi dans la sous-construction, je pense, hein, parce que les halles étaient très pleines, les gens cherchent des solutions à leurs problèmes aussi, tout est exposé, on ne regarde pas un catalogue comme tu disais, mais on a vraiment un produit dans la main, et puis ça c'est important. Nous, c'est un petit peu comme avec Kiwa, puis les panneaux, ça nous rassure d'aller là-bas parce qu'on voit qu'avec K2 comme système, on est quand même dans le top du marché, on a un crochet qui est stable, on a un bon système d'insertion, on a un bon système pour toit plat, on trouve aussi des alternatives de sous-construction, mais moi, en tout et pour tout, ça m'a plutôt donné confiance en nos produits qu'autre chose, même si on n'est pas... Je pense qu'on va tester deux, trois produits, notamment la gamme insert de Tritec et puis certains produits de Aérocompact.
Ça vaut la peine pour nous de les tester, de voir ce qu'il en est. Le système de Solico, relativement innovant avec ses panneaux verticaux, avec le panneau adapté pour, ça c'est très, très bien. On a été voir 2, 3 autres fournisseurs. C'est intéressant, mais ça nous a surtout rassuré dans notre système, je pense, celui qu'on utilise, le K2 système. C'est clair que quand on va sur place puis on touche les choses, ça fait toujours sourire et plaisir de voir que c'est qualitatif les produits qu'on utilise. On se rend aussi compte des fois qu'il y a moins cher sur le marché, hein, il y a des autres produits. Quand on a les choses dans les mains, quand le crochet il est 2 fois moins large et la barre est toute petite, on sait pourquoi et on sait où ils sont économisés. Pas toujours au bon endroit de mon avis. Euh, Après, ça nous a permis aussi de pouvoir aller discuter avec les experts des stands de la sous-construction, ce qui a aussi été très intéressant. Mais en tout et pour tout, on reste où on est et puis on est très content chez K2. Ouais. Je pense qu'au niveau de la sous-construction, ce qui était intéressant aussi de voir, c'est toutes ces histoires de balcons, hein. On a la rambarde, donc qui remplace vraiment la protection de balcon que plusieurs personnes maintenant proposent, notamment Megaslate ou encore Luxor. Et puis après, il y a tous les, on va dire les installations photovoltaïques de balcon que vous venez ajouter. Vous venez ajouter un panneau pour toutes les personnes qui sont locataires. Là, il y a quand même eu de l'évolution. Il y a des systèmes qui sont en place. Il y a Meyer-Burger qui propose un système avec des micro-onduleurs allemands, une sous-construction allemande, leurs panneaux. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a aussi des fournisseurs d'onduleurs comme EcoFlow qui ont créé exprès un micro-onduleur qui peut fonctionner avec leur système de batterie pour une optimisation. Ça, je pense, c'est des systèmes qui sont bien parce que ça répond à une demande de toutes ces personnes qui sont, on va dire, captives dans leur appartement pour des raisons personnelles ou financières. Et ça leur donne aussi une possibilité de réduire leur coût d'électricité et de participer à la transition énergétique. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus ces prochaines années. Oui, puis ça permet surtout d'utiliser des endroits qui sont présents dans la maison, mais qui n'ont pas vraiment de fonction. Et c'est clair que c'est intéressant. On voit vraiment quand on va à cet intersolar qu'on essaye de produire, d'économiser, puis d'optimiser tout le secteur industriel autour du photovoltaïque, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans les systèmes de montage, dans les onduleurs, puis aussi dans les batteries. À force de faire des évolutions un petit peu partout, c'est clair que ça fait énormément avancer le secteur. Pour tout ce qui est batterie, nous, ça a quand même été très intéressant d'aller voir que BYD avait des petites adaptations dans leur système de gestion de la batterie, ou encore chez Zonen, qui eux sortent la Zonen Pro Flex ou qui l'ont déjà sorti, mais qui s'établissent là dans le marché avec elle. Ces grandes batteries type industriel, c'est presque 1 m3 sur 1 m3, hein, même un petit peu plus, juste pour l'onduleur. La même chose après pour la batterie. 90 kW d'onduleur, entre 100 et 400 kWh de batterie, ça devient des systèmes conséquents qui, je pense, répondent un petit peu à une demande de l'industrie qui vient gentiment parce qu'à l'époque, on avait des prix très très bas pour l'électricité. C'est un petit peu en train de changer et puis il y a beaucoup de personnes qui ont fait des installations photovoltaïques, je dis notamment dans le passé, qui maintenant, faut dire ce qu'il y a, une installation industrielle en 5-10 ans, elle est amortie. Donc maintenant, ils se disent, bon, pourquoi pas mettre une batterie, augmenter mon autarcie encore plus loin. C'est les façons de penser qui changent un petit peu. Et puis là, dans ce secteur-là, je pense qu'on a vu beaucoup de belles choses à l'Intersolar. En plus, quand on voit vraiment l'utilité ou l'envie de mettre des batteries chez les gens, quand on est sur le stand BYD aussi, et puis que c'est marqué qu'ils ont installé 1 million de modules de batterie, ça en fait de la capacité. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir les prix, de voir vraiment qu'il y a différentes choses qui se font dans le secteur de la batterie. Tout le monde se tourne un peu vers le lithium fer phosphate, hein.
on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins d'autres batteries. D'ailleurs, on a vu, c'est chez qui? Chez SolarEdge aussi. Ouais, SolarEdge, ils ont passé du NMC au lithium fer phosphate, bah, parce qu'il y a toute la problématique avec le cobalt. Et puis il y a aussi quand même la problématique que le lithium fer phosphate, c'est simplement beaucoup plus sécurisé. Alors ça reste une batterie au lithium, et puis je ne sais pas si c'est pour de la marketing ou de la sécurité ou un peu les deux. Ils ont commencé à mettre comme des petits modules incendie dans les batteries Ouais. en cas de surchauffe, que ça arrête directement le feu, ce qui est très bien. C'est une sécurité supplémentaire à la fin de la journée pour la personne à la maison. Après, on est déjà sur une technologie qui est très sûre. C'est clair, le lithium fer phosphate est beaucoup plus sûr. C'est pour ça que bah, on parlait de Zonen avant. Eux, dès le début, ils sont partis dans cette technologie. Donc, on parle de avant les années 2018. Quand moi j'ai installé ma première en 2018 ou 2019, et déjà là, ils montraient des tests où ils perçaient dans la batterie, puis qu'il n'y avait pas de combustion, rien. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a avec un produit maintenant établi qui fonctionne. Et une fois qu'on a réussi à faire les mises en service, c'est bon. Maintenant, pour les batteries, je ne sais pas si on a déjà parlé de SIG Energy. Non, on n'a pas encore parlé de SIG Energy. Ça, c'est un stand où on a passé pas mal de temps, peut-être un peu plus que ce qu'on aurait dû, mais c'était quand même très intéressant. Ils ont aussi un système qui propose de la bidirectionnalité. Donc, ils ont le système Sigentor, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Sigentor, c'est une tour, puis vous avez des blocs de batterie. Sur le bloc de batterie, vous mettez l'onduleur. Et à la place d'un des blocs de batterie, on peut mettre une station de recharge en DC jusqu'à 25 kW, compatible actuellement avec un véhicule en Chine qu'ils n'ont pas réussi à nous dire lequel c'était. Sur le papier, ça a l'air très bien et très intéressant, mais je pense que cette bidirectionnalité, il faut être pionnier pour se lancer dedans, parce que bien que Sigentor il commence à le proposer à des prix qui sont Défiant intéressants, toute concurrence des fois. ouais, défiant toute concurrence, c'est intéressant, mais E3DC avec leur Edison, tout comme SIG Energy, sur leur fiche technique, note très clairement que on est pionnier et puis qui prennent pas vraiment de garantie, ils se mouillent pas trop et puis il faut que ça soit OK avec le fournisseur de la voiture, il faut que ça soit OK avec le fournisseur d'électricité et des fois les clarifications actuellement elles sont pas là. On nous a beaucoup parlé de la norme ISO 15118 de passer du point 2 au point 20. Si j'ai dit la mauvaise, je vous l'afficherai. Mais on voit qu'en fait, personne n'est prêt. Personne n'est prêt. On a des questions fondamentales dans la bidirectionnalité qui ne sont pas encore là. On a gentiment la technologie qui est en place. Hein, je pense comme on a vu chez Juice Booster. Oui, alors ils ont la plupart, ils disent qu'ils ont les composants. On a été discuté aussi avec quelqu'un qui faisait la manufacture des cartes électroniques et différents composants à l'intérieur des bornes de recharge, à l'intérieur des véhicules. Ouais. Et ils disaient ils avaient déjà ces composants qui étaient implantés dans beaucoup de véhicules et dans beaucoup de bornes de recharge, mais par contre que la norme n'était pas encore décidée et puis qu'ils se lançaient un petit peu la patate chaude de droite à gauche, que ce soit le gestionnaire de réseau, les véhicules ou ben justement les fabricants de bornes de recharge. Donc là, dans les prochaines années, je pense qu'on va voir du changement le jour où tout le monde se sera mis d'accord, parce qu'il parlait aussi beaucoup de la charge en courant alternatif ou en courant continu. Et, il nous parlait du marché où ils étaient simplement pas d'accord. On entendait des chiffres de 40, 60 en termes de pourcents, et puis qu'au final, ben, il va falloir faire les deux, et puis c'est comme ça. Voilà, hein, on regarde dans les exemples que nous on a entendus avec Juice Booster qui parlait avec les Kia de pouvoir les charger et décharger entre elles en AC. Il me semble que Renault avait aussi un système qui était basé Oui. sur l'AC. On a VW et Audi qui part en DC, en courant continu. Ça va être des choses qui se mettent en place, ça va dépendre de la fonctionnalité interne du véhicule. Mais je pense que là, on a encore beaucoup.
Il y a encore beaucoup de choses à clarifier, puis il faut être un pionnier. Et c'est vrai qu'on pensait que 2022-2023, ça serait là. On est bientôt en 2025 et c'est pas encore là. On voit les projets qui deviennent innovants, qui fonctionnent, mais je pense que des pionniers comme Ivitec, qui est aussi une entreprise suisse qui faisait déjà fonctionner le système avec des Nissan Leaf et puis l'espèce de Honda Carré là, ils étaient là, ils sont là, ils ont la technologie, mais avec les constructeurs et tout ça, c'est très compliqué. Et donc, il faut trouver des alternatives. Et puis, je pense que ces alternatives, 3DC, euh, ils sont en train de les trouver. SIG Energy, ils sont en train de les trouver. Et puis, ça va être comme les Natel dans les années 2010. Hein. Chacun aura son chargeur, chacun aura son méthode, son appli, son machin. Ça sera différent partout. Et puis, en 2035, ça sera peut-être unifié. On verra. On y croit jusqu'au bout avec cette bidirectionnalité. Ça intéresse de toute façon de plus en plus de monde. Euh, En parlant d'innovation, on va aller, j'ai envie de dire, presque encore plus loin avec l'hydrogène. Moi, ça, c'est pas trop mes connaissances, mais toi, tu as fait un peu un tour des stands. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, moi j'aime bien l'hydrogène, je pense que c'est une technologie qui a de l'avenir, même si je me souviens de technologies de l'époque ou de, on va dire, début des années 2020 que j'attends toujours de voir dehors. Mais dans les technologies qui sont sorties, je pense que HPS Pikea, ils sont tout en haut de la liste, ils ont fait des projets, ils ont un beau, une belle brochure avec leurs clients dessus. Ils sortent maintenant la deuxième version de leur système. C'est quand même des batteries de 1500 kWh maximum grâce à l'hydrogène. Donc là, c'est des systèmes qui sont intéressants. Après, c'est pas très clair la charge-décharge au niveau de la batterie d'hydrogène, hein, donc du gaz. Parce qu'il nous parlait de 2,5 kW x 3 ou 15 kW, puis là on voit que l'onduleur c'est 15 kW. Donc même pour moi, c'est pas très clair, mais je pense que la charge-décharge de cet hydrogène avec les fuel cells, c'est quand même plutôt dans l'ordre de 2 kW. Donc même avec la batterie tampon, si vous tirez des charges élevées, c'est toujours un petit peu compliqué à réussir à avoir 100% d'autarcie. Il faut faire attention, il faut bien gérer son système. Possible dans tous les cas, cher, oui, très cher, oui. Ça peut peut-être être intéressant maintenant pour l'industriel. Ça va surtout être intéressant maintenant que Pikea commence à avoir de la concurrence. Hein, on a vu aussi un autre fournisseur que je vous affiche ici, qui était en toute franchise très sympathique, beaucoup plus ouvert aux questions de Pikea, qui nous avait quand même dit pendant 2 ans qu'il ne travaillerait pas avec la Suisse. Et maintenant, je pense qu'ils sont un peu plus en place, ils commencent à être d'accord de travailler avec la Suisse, mais c'est vrai que c'est des projets qu'il faut faire avec des pionniers, avec des gens motivés, et puis avec des gens qui ont un porte-monnaie extensible, parce qu'on est à plus de 100 000 francs uniquement pour le système de batterie, et ça, il faut vouloir l'installer dans sa maison. Bah, l'hydrogène aussi, on a Hashtag hein, qui était présent, qui a fait un projet avec Groupé au garage de Schiffenen, qu'on a été voir il y a quelques semaines. Ça, c'est aussi des projets qui sont intéressants. Ça permet de produire et de vendre de l'hydrogène, de faire ça dans des conteneurs. Ça donne plus de place, plus de possibilités. Et je pense que ça va être des sujets qui vont être abordés sur le long terme, que tout d'un coup, dans une zone industrielle, on a un de ces conteneurs qui produit l'hydrogène. Ça pourrait être le cas ici. On a quand même des transporteurs. Si on combine les toits, on a des grandes surfaces. Il faudrait se poser la question. C'est toujours plus facile à dire qu'à mettre en place. D'ailleurs, Hashtag faisait une présentation et il disait que c'est moins de 10% des projets calculés qui sont mis en place. C'est clair qu'il y a beaucoup de préparation pour des projets pionniers. Ouais. Après, on a passé aussi un petit peu de temps à cet intersolar avec tout ce qui est mobilité électrique. Donc, on a été voir les différentes bornes de recharge. C'est clair que nous, dans notre domaine, on essaie toujours de maximiser l'autoconsommation de l'électricité qui est faite par les panneaux photovoltaïques. Donc, on travaille souvent
si ce n'est pas exclusivement avec les bornes de recharge des fournisseurs d'onduleurs. Après, on a vu aussi d'autres choses. Je ne sais pas si toi, il y a quelque chose qui t'a particulièrement qui a attiré ton attention plus que la bidirectionnalité. Bon, c'est vrai que la bidirectionnalité, on l'a vu partout, ça nous a tiré l'œil. On a vu que les grandes installations sont très présentes, hein. Maintenant, beaucoup de gens essayent de vendre les stations 150. Le maximum qu'on a vu, c'est 400 kW. Donc là, il faut déjà la batterie et puis la voiture qui soit capable de l'emmagasiner. Chez Juice Booster, en plus de la bidirectionnalité, ils avaient tout un système avec une batterie intégrée euh, qui permettait de charger gentiment la batterie du système pour après une décharge rapide au cas où les câbles ne sont pas suffisants. Donc là, on a de l'innovation aussi de ce côté-là. Je pense qu'on a vu aussi beaucoup de recharges d'essais de plus petite taille, où d'un côté, on a les bidirectionnels qui sont déjà en train d'être faits avec E3DC, puis Sigentor, puis Evitech ou Juice Booster. Et puis de l'autre côté, on a ces fournisseurs maintenant bien implémentés de systèmes avec une recharge DC qui peuvent peut-être, avec deux, trois configurations, intégrer leur borne de recharge au système d'onduleur. Tout d'un coup, sur un MPPT externe, on ne sait jamais, sur un malentendu, tout d'un coup, ça fonctionne avec un costal, puis tu n'as pas vraiment compris pourquoi. Donc ça, c'est... On y croit. On y croit, ouais. Je pense que ça, c'est des choses qui sont là. Sinon, on a vu vraiment beaucoup de bornes de recharge, hein. Il y a beaucoup de gens qui vendent des bornes de recharge de tous les acabits. On a vu les grands comme Keba, comme Menekes qui sont là, qui s'implémentent, qui augmentent leur portfolio. Go, le partenaire de Fronius pour les bornes de recharge, qui fonctionne très bien. On a vu que SEMA a amélioré sa borne de recharge. Donc on voit que l'intégration des différents composants, hein, borne de recharge, aussi la pompe à chaleur, avec le EE-bus, c'est des systèmes, c'est des choses qui sont beaucoup présentes parce que le but à la fin de la journée, c'est de consommer son électricité. Quand on la produit, c'est bien d'avoir une batterie, mais consommer la journée, c'est mieux. On arrive un petit peu au dernier point qui était important chez nous à l'Intersolar, c'est toutes les autres choses dans le business. On a vu pas mal de développement de software dans tous les domaines. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est la possibilité de dimensionner un toit avec des images de drones. Ça, c'est quelque chose qui vient de plus en plus sur le marché et qui devient surtout plus accessible, hein. On a été voir un peu les différentes innovations. Il y a des softwares qui sont faits aussi pour aider, que ce soit dans la vente du photovoltaïque, du dimensionnement ou de la gestion de projet. Là, on est en train de regarder différentes solutions aussi pour nous aider, nous. C'est pas toujours évident de trouver la meilleure, mais on se donne de la peine. Après, tu as passé pas mal de temps avec ces histoires de drones. Tu t'attends quoi de ça? Alors c'est vrai qu'on a été voir trois prestataires différents qui nous promettaient entre 2-3 cm de plan. En fait, ils nous donnent un modèle 3D à 2-3 cm près, et puis je crois le plus loin c'était 5 à 10 cm près. Donc moi, ce que je m'attends, c'est quand on a des toits un petit peu plus complexes, comme ça arrive quand même de temps en temps, et puis il y a des moments où il pleut beaucoup, comme ça arrive un petit peu ce mois-ci, on peut aller chez le client, on vole avec le drone, ça nous prend 10 minutes, on a tous les plans, c'est précis, on peut faire un plan précis aussi pour le client. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant aussi en cas de rénovation de toiture, avec des installations intégrées pour pouvoir faire des offres un petit peu plus précises. Nous, on utilise déjà le calpinage avec le drone, avec les systèmes de Hotkenroad Software. C'est bien, mais on remarque que des fois, il suffit d'une petite erreur de mesure ou bien d'une erreur de point de vue pour être décalé d'un panneau. Ça nous arrive plutôt rarement. On arrive à faire des choses quand même proprement, mais avec ces images de drone, quand on a 4-5 pans de toit, hein, des fois on a 4 pans de toit, un garage,
si on fait ça avec notre ancienne software, ça nous prend beaucoup de temps pour avoir une belle visualisation pour le client, alors qu'avec ça, ça pourrait nous prendre moins de temps. Et il y a même des systèmes qui ont vraiment le calpinage intégré. Donc là, il y a une différenciation. Il y en a des, ils te donnent juste le plan, et il y en a des, en plus du plan, tu peux directement mettre tes panneaux dessus, intégrer à leur software. Je crois que c'est le cas de Solar Hub. Ouais. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant aussi au niveau de l'optimisation des coûts. Ça va peut-être venir avec une nouvelle drone aussi parce que, il faut un certain nombre de pixels, il faut de la programmabilité. Mais en tout et pour tout, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, ça coûte plus 400 balles par toiture comme c'était le cas à l'époque. Donc là, c'est intéressant. On a aussi vu, on en a parlé un petit peu avant, mais de Kiva. Kiva, c'est un organe, enfin une entreprise qui fait des tests sur tout un tas de matériaux et de produits, dont des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est clair, on a parlé avant, ça faisait plaisir de voir que les produits qu'on utilise, ils étaient classés soit tout en haut, soit presque tout en haut. Et puis, ça fait aussi plaisir de voir que, il y a des gens, ils se posent la question, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la durabilité des produits, quels tests on peut y faire. Et puis, je pense que Kiva, c'est une entreprise que maintenant qu'on a le nom, on va suivre de plus en plus leurs tests, et puis ça va nous guider aussi des fois, ou nous rassurer dans le choix d'un produit. C'est clair qu'on a beaucoup fait avec le T-ROAD de Bloomberg, mais c'est plus une analyse, on va dire, un peu socio-économique d'une entreprise. C'est clair que c'est important aussi de savoir que l'entreprise est saine, qu'elle est durable, qu'elle est stable. Mais c'est clair que d'avoir en plus de ça des tests plus poussés sur les panneaux, c'est bien. Et puis je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a fait plaisir. On a E3DC qui gagne un prix, on a Zonnen qui gagne un prix, on a Meyer Burger qui gagne un prix, on a BYD qui gagne un prix. C'est tous des personnes avec lesquelles on travaille, des entreprises, et ça gagne des prix différents. BYD a gagné beaucoup de prix pour son efficacité. Avec le battery check entre Fronius et puis BYD, ils ont fini à plusieurs endroits dans le top 3 avec des tailles, des puissances différentes d'onduleurs et de batterie. Donc là, je pense que d'avoir vu aussi un petit peu ces différents organes de contrôle, on est un petit peu rassuré sur nos produits. Ça fait un peu sourire que certains grands noms, on ne les voit pas du tout présents aussi. Ceux qui promettent monts et merveilles avec des productions de fous. Voilà, c'est toujours intéressant. C'est intéressant de voir que les grands acteurs ne sont pas forcément présents dans les vainqueurs de prix. Je parle notamment dans SolarEdge ou dans Enphase qu'on n'a pas vraiment vu gagner des prix. Mais par contre, c'est les meilleurs du monde. Bref, en marketing. On est un petit peu rassuré quant à nos choix, quant à nos produits. On est aussi content d'avoir vu un petit peu tout ce qui se faisait dans le domaine de ce qu'on utilisait. On a été voir Plika qui fait quand même beaucoup de tubes pour des passages de câbles pour nous. On a été rencontrer nos fournisseurs de vis, Echo. On ne se fournit pas directement chez eux, mais on va parler avec quelqu'un. On a été voir pour améliorer nos étiquettes. C'est de passer du temps à cet Intersolar, ça permet vraiment d'améliorer des processus déjà un petit peu améliorés et de tous les jours gratter des pourcents dans l'installation photovoltaïque la mieux possible, quoi. Je pense que ça, c'est un point important. On veut faire un maximum de qualité et puis que ce soit d'améliorer un passage de câble, un passage de tuile, un connecteur. Ouais, il faut tout regarder, tout analyser et puis choisir les bons produits, rester derrière aussi dans la défense du prix et puis essayer de mettre les installations photovoltaïques ou mettre les installations photovoltaïques de la meilleure qualité possible chez les clients et pas juste essayer d'avoir une rentabilité maximale et puis le jour où l'installation est rentable, il faut la changer parce que ça ne joue pas. Ouais, c'est clair que le prix, c'est important. Après, la durabilité, c'est plus important, je trouve. Les toits, ils restent pendant de nombreuses années. On a découvert aussi un produit intéressant
pour les endroits, on va dire, un peu plus sauvages, où il pourrait avoir des animaux sur les toits qui mettent encore une couche de protection pour que personne puisse venir sous le panneau. Donc, il y en a des choses, comme je disais déjà, il y a pas mal de monde qui se pose des questions en protection pigeon. Voilà, on va continuer à trouver les meilleures choses pour vous, pour nos clients. Et puis, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire pour tout le monde. Voilà, c'est vrai que l'avantage aussi de passer 3 jours à l'Intersolar, c'est de pouvoir voir des produits, en parler à d'autres fournisseurs qui sont quand même un petit peu concernés aussi et d'avoir des retours. Je pense notamment à EcoFlow. Moi, j'ai été là-bas. Ils ont une batterie DC, donc on pourrait connecter avant l'onduleur. Et puis, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Et j'ai été discuter avec un de nos fournisseurs chez Fronius qui m'a dit oui, mais il faut faire attention à la garantie de l'onduleur parce que les onduleurs pas hybrides, ils ne sont pas faits pour travailler toute la nuit. C'est vrai que c'est quand même important de se poser la question pour ces produits parce que c'était un produit qui existait à l'époque chez un autre fournisseur qui n'a pas vraiment percé. Euh, Comment on peut faire? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est pas fonctionnel? Et puis d'avoir des retours, un échange professionnel. C'est ça qui est impressionnant à l'Intersolar. Il y a tellement de monde. Vous pouvez arriver sur un stand, il faut simplement oser demander c'est qui le technicien, c'est qui le vendeur. Si vous êtes vendeur, vous allez causer avec le vendeur. Et puis si vous êtes technicien, vous allez parler avec le technicien. Et nous, on a eu des très bonnes réponses de techniciens chez Plica, chez Fronius, chez SMA, chez Invitech. Chez Invitech, on a eu des très bonnes réponses. Ça nous aide aussi à résoudre nos problèmes, on est très contents. On a fait transpirer 2-3 vendeurs aussi, c'était assez rigolo. Ouais. Ça fait partie du deal de l'Intersolar. En tout et pour tout, c'est impossible de tout voir Ouais. parce que c'est vraiment c'est énorme. Mais on peut déjà dire que on se réjouit de l'année prochaine. Ouais, on va retourner l'année prochaine et puis celle d'après. Et puis on pense qu'il y aura de plus en plus d'innovations. Je pense qu'à l'année prochaine, si tout va bien, on casse les 500 watts pour un panneau de moins de 200 mètres carrés. Et 2 mètres puis, carrés. de moins de 2 mètres carrés, ouais, 200 mètres carrés, ça fait faire un panneau transparent. Mais on casse les 500 watts pour un panneau de moins de 2 mètres carrés. Moi, je pense que d'ici les prochaines années, il y a BYD qui nous réserve une surprise aussi. On espère qu'il se passe un petit peu quelque chose de ce côté-là. BYD ou quelqu'un qui n'est pas encore là, qui fait des recherches, qui perce, puis qui aide à la fin de la journée tout le monde. Ouais. On va voir Sigentor aussi, hein, c'est un produit très neuf. Je pense que pour nous, c'est plus intéressant de l'installer l'année prochaine. On n'a pas vraiment envie d'avoir tous les problèmes avec eux. Ce qu'on a fait avec Aiko aussi, on les avait déjà vus l'année passée à l'Intersolar. On a attendu quand même bien des mois avant de prendre le produit dans le portfolio. Et puis une fois qu'il avait fait ses preuves, on l'a pris chez nous et c'est quand même un panneau que gentiment tout le monde connaît et beaucoup de gens en parlent. Ouais. Donc ça on a mis aussi notre doigt ou notre œil au bon endroit. Donc ça c'est bien. Pour changer. Merci de nous avoir écoutés. On arrive à la fin du podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ça avec quelqu'un d'autre qui s'intéresse au solaire, à nous lâcher un like, à nous suivre. Et puis, si vous êtes intéressé par une installation photovoltaïque, que vous êtes en Suisse romande ou que vous êtes peut-être dans la région du Röstigraben, nous on est à Sugier, n'hésitez pas à nous contacter, c'est volontiers qu'on vient vous faire une offre, suivant comment, avec notre nouveau drone, pour vous faire un plan 3D, regardez tout ça avec vous, vous conseiller pour les produits de meilleure qualité et on vous dit à bientôt.